Et en philosophie, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Et vous allez nous expliquer comment fonctionne très concrètement l'IA. Donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes et ensuite on va prendre quelques questions par le système qui nous a été présenté. Ce sera juste 2 ou 3 questions, ce sera assez bref, mais il y aura d'autres échanges plus tard dans la journée. Merci. Voilà. Merci beaucoup Mélinée. On fera un petit ping-pong voilà, tous les deux. On a prévu un petit ping-pong pour que ça soit un petit peu vivant. Merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de cette rencontre pour leur confiance. Et donc j'espère que je vais contribuer à poser le débat. Et une des questions que souvent on pose quand on veut se clarifier les idées, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une révolution ? Est-ce qu'on est dans une évolution ? Probablement un petit peu des deux, mais pourquoi et à quel titre ? Ça peut vite devenir difficile de se repérer, parce que souvent, ce qu'on nous dit, je vais le reprendre pour faire droit à comment il faut faire de manière globale, c'est regardons l'histoire de l'IA, et soi-disant, l'histoire de l'IA, ça commencerait en 1956, une conférence aux États-Unis à Dartmouth, où on pose la définition de l'IA. Et l'IA, ça serait le domaine où il y aura de l'IA quand on essayera ou qu'on arrivera à faire à des machines des choses qui demandent de l'intelligence quand elles sont faites par les humains. Et donc, dans les années 50-60, il y a une grande enthousiasme avec les machines intelligentes, les machines pensantes. On aurait pu aussi mentionner Turing, 1950, qui traite cette question, les machines peuvent-elles penser ? Les machines peuvent-elles être intelligentes ? Et qui dit comment on va le déterminer ? Eh bien, en testant leurs réponses. Est-ce qu'elles sont capables de nous parler de manière convaincante ? Bon, on a aussi construit à cette époque-là les premières machines censées être intelligentes. Alors là, on a le perceptron en 1958, qui est très inspiré, mais avec des câbles bien sûr, donc c'est qu'une inspiration lointaine, mais de comment fonctionne la perception visuelle et le cerveau. Et donc, on a cet enthousiasme-là dans les années 50-60, mais en fait, les promesses, déjà, à ce moment-là, elles sont déçues, et on rentre dans les années 70 dans ce qu'on a appelé un hiver de l'intelligence artificielle, où les financements se resserrent. Ça ne veut pas dire qu'on arrête la recherche, mais on en parle moins, c'est moins sur le devant de la scène, il y a moins d'investissement autour des recherches. Mais dans les années 80, on re-rentre dans un nouvel enthousiasme pour l'intelligence artificielle, mais cette fois avec les systèmes experts, où là, il ne s'agit plus de copier le cerveau, mais il s'agit de demander à des experts de mettre des règles précises dans des programmes, et ça permet de faire tourner des choses qui amènent de la connaissance experte à des non-experts. On reparle d'IA, néanmoins, en fait, on arrive aussi à dire « Ah bah oui, mais bon, c'est très spécialisé, c'est pas vraiment de l'intelligence dans un sens fort du terme, c'est que appliquer des règles à des domaines précis. » Et donc, deuxième hiver dans les années 90 de l'intelligence artificielle, et là je résiste pas au plaisir de vous citer cette blague rapportée par Michel Sebag, qui est une pionnière de l'intelligence artificielle, qui nous dit que dans les années 90, on disait en rigolant que l'IA est passée de la science la plus prometteuse à la science qui promet le plus. Vous voyez, et sous-entendu sans forcément livrer quelque chose qui est à la hauteur des promesses. Et en fait, depuis 2000 et jusqu'à maintenant, et ça nous explose au visage maintenant, il semblerait qu'enfin on entre dans une vraie révolution de l'intelligence artificielle. Il semblerait que les promesses sont là. Et pourquoi ? Eh bien, si on le dit de vue de très loin, et c'est pas suffisant, mais on va y venir, il y aurait cette révolution de l'apprentissage machine. Les machines apprennent et elles se mettent à faire tout ce qu'elles ne savaient pas faire avant. Elles se mettent à être capables de jouer à des jeux complexes comme le Go, alors que ce n'était pas possible avant. Elles se mettent à traiter efficacement des images, des flux vidéo, et ça donne les voitures autonomes, les robots autonomes ou plein d'autres choses comme ça, la surveillance, reconnaissance faciale aussi. Elles se mettent à aider en médecine, poser des diagnostics, traiter des images, orienter les patients, pourquoi pas. Et dans plein de domaines. Et on pourrait mentionner, par exemple, aussi pour résumer, optimisation des chaînes de production. Bon, là, l'IA peut être très utile pour ça aussi. Et ça, c'est en amont de, bien entendu, l'émergence de l'IA générative qu'on connaît tous et qui a vraiment fait que la société s'intéresse à ces sujets maintenant.
mais qui est donc plus récent, avec notamment ChatGPT, mais aussi avec d'autres systèmes qui génèrent de l'image, de la vidéo, même des musiques. On peut générer un petit peu tout et n'importe quoi. Et ce qui est assez impressionnant avec GPT, c'est qu'au moins dans certains cas, ça répond à des questions de très haut niveau doctorat, en physique, en sciences naturelles ou en mathématiques. Et donc, appuyé là-dessus, il est souvent de bon ton de présenter l'IA comme une grande vague. Et cette vague et ce discours-là installe une sorte de tyrannie du retard. C'est Dominique Boulier, j'ai trouvé l'expression dans un de ses textes récents. Tyrannie du retard, parce que, eh bien, l'IA va tout transformer. L'IA va transformer au moins le monde du travail, c'est évident, partout et à tous les niveaux. Et l'IA va transformer le monde. Et c'est une vague. Et puis, peut-être que ça va même aller jusqu'à l'intelligence artificielle aussi intelligente que nous, voire des intelligences artificielles qui nous dépasseraient, qui seraient plus intelligentes que nous. Et là, du coup, il y a cette idée de vite, foncez, apprenez à surfer, parce que sinon, eh bien, vous allez prendre le tsunami sur la tête, vous faire balayer et être has-been, et voir si on se retrouve avec des IA plus intelligentes que nous, on risque de perdre le contrôle et rentrer dans des scénarios un petit peu apocalyptiques où l'IA n'est pas bienveillante vis-à-vis de nous. C'est un peu impressionnant vu comme ça. Du coup, est-ce qu'on est forcément écrasé, entre guillemets, par l'IA qui serait supérieure à nous, extérieure et supérieure ? Eh bien, du coup, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire dans la suite, de donner des clés, parce qu'il ne s'agit pas de dire tout ça, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai dedans, ou alors d'aller tête baissée là-dedans. Il faut s'émerveiller, il faut s'alarmer, il y a des vraies raisons, mais en gros, ce qu'il faut, c'est bien s'orienter. Et faire ça, c'est pas si simple. Et donc, je vais essayer de le faire en 3 temps dans le reste de cette présentation. D'abord, regarder un petit peu vraiment sous le capot, mais de la machine. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? Ensuite, on regardera un petit peu sous le capot de qu'est-ce que c'est cette histoire d'apprentissage machine. Et ça permettra de poser quelques jalons importants pour terminer. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? Qu'est-ce que c'est que l'IA ? Eh bien, l'IA, de toute façon, c'est pour ça que j'explique l'ordinateur, c'est que, quoi qu'on en dise, l'IA, ça reste toujours à l'intérieur de l'informatique. Il s'agit toujours de prendre des données et de les transformer en d'autres données en suivant un programme et de trouver un moyen d'obtenir ce programme-là. Et par exemple, si on donne à la machine des symptômes, on veut qu'elle exécute un programme et qu'elle diagnostique quelque chose. Si on donne des images, on veut une description de cette image, par exemple. Si on donne l'activité de personnes sur Internet, eh bien, on voudrait, par exemple, c'est pas toujours une bonne idée, mais recommander ce qui va intéresser les gens. Si c'est ça, encore, ça peut aller, mais ça peut être beaucoup plus pernicieux. Ça a été évoqué rapidement en introduction. On peut avoir le pouvoir de, non pas ce qui intéresse les gens, mais prédire ce qui va capter leur attention. Alors, bien sûr, ça les intéresse, mais c'est pas forcément le plus intéressant quand même. Il y a un écart. Et donc, on va regarder un petit peu cette histoire-là, parce que informatique, c'est toujours transformation de données automatique, et donc ça veut dire par des automates, par des machines. Et ça sera de l'IA et plus seulement de l'informatique quand ça fait des choses intelligentes, dans le sens, si c'est fait par un humain, ça demande de l'intelligence. Voire, les humains ne peuvent pas le faire directement tout seuls. Et donc, à ce titre-là, on ne devrait même pas dire ce programme est une IA, c'est un abus de langage, mais bon, l'abus de langage est passé dans les mœurs, donc c'est difficile. Mais en droit, l'IA, ce serait plutôt un domaine, et c'est de l'informatique de pointe, et c'est intéressant, ce que je vais faire maintenant, de replacer ça dans une perspective plus large, notamment liée à la manipulation, mais manipulation, pas pour rien, manipulation mécanique de l'information. Les technologies de l'information, ça vient de là. Enfin, c'est ça. Et donc cette histoire un petit peu mouvementée de l'IA, déjà on peut la replacer sur le fond de l'histoire beaucoup plus continue, en accélération, mais continue, de la croissance, de la puissance de nos moyens informatiques et de leur miniaturisation. Et là, on aurait pu parler 1930, ça commence là, Alonzo Church et Alan Turing, qui inventent un peu le concept d'ordinateur, qui donnera autour de la guerre avant et après la Seconde Guerre mondiale les premiers ordinateurs. Et puis on miniaturise tout ça, ce qui fait que les gens commencent à avoir des ordinateurs chez eux. Et puis, on arrive carrément à des ordinateurs absolument incroyables et merveilleux qu'on peut mettre dans la poche, ou des très grands ordinateurs connectés les uns aux autres qui font des très grands buildings de data centers ou de grands monstres de puissance de calcul. Et ça, c'est bien, mais c'est toute la technologie électronique. Et ça serait une erreur de croire que l'histoire, elle commence avec l'invention de ça et les premiers ordinateurs électroniques. Parce qu'en fait, et c'est important, je pense, de comprendre ça ou de le partager, la technologie de transformation de données, manipulation de l'information, c'est toujours de la mécanique. Avec l'électronique, avec l'informatique, on est dans de la mécanique miniaturisée qu'on ne voit plus.
Mais on peut la faire réémerger si on remonte la chaîne des machines à transformer de la donnée. Un peu avant, vous aviez la technologie de la carte perforée, qui fait le même travail de transformation de données. Et puis, si on remonte encore un petit peu, on aurait les technologies d'horlogerie. Et une horloge, c'est bête, mais en fait, ça fait de la transformation de données. Vous donnez en entrée l'heure qu'il est, en la réglant, et après, le mécanisme s'exécute pour afficher à chaque instant l'heure qu'il est à chaque instant. Bon, là, vous avez aussi les premières machines à calculer où on fait un calcul, on tourne la manivelle, ça nous affiche le résultat du calcul. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on peut même remonter, mais on perd le côté automatique, mais on garde une idée importante, aux abacs ou aux bouliers. Parce que l'abac et le boulier, on inscrit sur le boulier un calcul à faire, 2 nombres, et après, on ne fait pas le calcul dans notre tête. Il se passe à l'extérieur, le calcul. Ce qu'on fait, c'est simplement bouger des boules comme il faut. Et après, on va faire des machines qui vont bouger les boules à notre place. Et en fait, toute cette histoire-là, elle n'est possible et elle remonte, à mon avis, à la merveilleuse capacité de l'humain à avoir inventé l'écriture. Parce qu'avec l'écriture, il se passe une chose merveilleuse, c'est que l'humain, il dit, je vais prendre la matière en forme, je vais prendre de la matière autour de moi, je vais la mettre en forme, plus seulement pour faire une brique, pour faire un mur, mais pour écrire des choses. La forme signifiera quelque chose. Et vous voyez qu'on a besoin de ça pour après faire des machines qui mécaniquement vont modifier les formes et en faire des nouvelles qui signifient de nouvelles choses. Et un ordinateur, ça s'inscrit totalement dans le prolongement de cette histoire-là. Ce n'est pas autre chose que ça, c'est juste plus perfectionné. Et donc, il faut faire attention parce que, bien sûr, on peut insister sur la miniaturisation, sur le côté cloud, présenter l'ordinateur de manière très, très abstraite, mais en fait, un ordinateur, on n'a pas changé d'ordre de choses avec les ordinateurs. Ça reste des outils et on peut faire ce sont des vrais ordinateurs, ça, en bois ou en Lego. Celui en Lego, il est à l'ENS de Lyon. Et en théorie, ça peut faire GPT, il faudrait du temps et de la place. Mais vous voyez que c'est important de comprendre ça parce que c'est-à-dire que la révolution, s'il y en a une, elle n'est pas là. Là, on est dans l'aboutissement d'une grande trajectoire technologique très merveilleuse. L'ordinateur, c'est quelque chose d'incroyable, de miniaturisation, de maîtrise. Néanmoins, on ne change pas d'ordre de choses. Et du coup, quand on dit un ordinateur prend une décision, un ordinateur est autonome, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire, mais il faut se rappeler que c'est dans un sens très restreint de réaction mécanique plus ou moins complexe, à ce titre-là, entre un thermostat qui réagit à la température et un ordinateur GPT, une voiture autonome qui réagit à ce qui se passe, il y a une différence de degré. Mais c'est toujours une réaction automatique, mécanique, à ce qui se passe dans l'environnement. Du coup, on comprend donc que l'ordinateur, ce n'est pas un nouvel ordre de choses, mais du coup, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que c'est les programmes ? Vous nous avez parlé tout à l'heure des programmes qu'on fait exécuter à ces ordinateurs. Est-ce que c'est là que se trouve le changement de nature ? Alors c'est souvent ce qu'on nous vend, parce qu'on nous dit l'apprentissage machine, c'est plus de la programmation comme d'habitude, c'est les machines, elles apprennent, c'est opaque, c'est des boîtes noires. Oui, bon, déjà boîte noire, je ne suis pas d'accord, et l'analogie avec l'enfant qui apprend, par exemple, pourquoi pas, mais en sachant ce qu'il y a derrière, parce que je suis convaincu, et vous me direz après, si vous me faites les gros yeux, même si avec les lumières, je ne vous vois pas bien, mais on peut expliquer plus que ça. Et je pense qu'il faut comprendre ce que c'est que l'apprentissage machine, notamment pour donner une épaisseur à tous les enjeux qu'on a déjà commencé de pointer. Et l'apprentissage machine, ça reste de toute façon dans le domaine de l'informatique. Il s'agit d'écrire des programmes qui transforment des données en d'autres données. Et si on prend un cas simple, avant de voir pourquoi on utilise de l'apprentissage machine, imaginons qu'on est dans le cas de la classification d'images. En simplifiant, admettons, concédez-moi ce cas-là, je veux écrire un programme qui classifie entre des monochromes noirs, des monochromes verts. Pas très compliqué, en fait, de faire ça. Vous le savez sûrement, une image, c'est en fait une suite de carrés avec des couleurs à l'intérieur. Chaque pixel a une couleur. Et en fait, pour l'ordinateur, ces pixels, les couleurs dedans, correspondent à des nombres. Donc là, on va dire que notre monochrome noir, c'est un grand tableau de 0. Et puis, de manière arbitraire, le monochrome vert, c'est des grands tableaux de 100. 0, 100. Bon, si je veux écrire un programme à classifier ça, c'est très facile. Je prends la moyenne des couleurs, des nombres qui donnent les couleurs, ou je prends même un pixel au pif et je regarde sa couleur, et je dis, si c'est inférieur à 50, c'est forcément 0. Je renvoie, c'est un monochrome noir, j'écris un programme qui fait ça. Si c'est supérieur à 50, c'est forcément 100, et donc j'écris un programme qui renvoie, c'est un monochrome vert. Donc ça, c'est ce qu'on ferait si on était dans un cas simple. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut faire ça, qui est le travail de l'informaticien,
sur des tâches plus difficiles. Et en l'occurrence, classifier vraiment des images de la vie de tous les jours, des images réalistes, eh bien, on ne sait pas écrire ces programmes-là. On ne sait pas faire, c'est trop compliqué. On a affaire à des grands tableaux de nombres, hein. Chaque nombre, une couleur. Il faut traiter ça d'une manière ou d'une autre pour faire le genre de travail que je fais dans le cas le plus simple. Et c'est là où on peut utiliser de l'apprentissage machine, mais vous allez voir, l'apprentissage machine, c'est qu'une manière très astucieuse d'essayer de contourner un peu nos limitations à trouver les programmes qu'il faut écrire. Et c'est déjà merveilleux dit comme ça, à mon sens. Et donc, ce qu'on va faire, ok, je ne sais pas exactement la suite d'opérations qu'il faut faire pour que ça fasse ma classification d'images. Ce que je peux faire, c'est écrire une sorte, pardonnez-moi le terme, d'usine à gaz, à l'intérieur de laquelle il y a plein d'opérations que je juge intéressantes et qui peuvent s'enchaîner de plein de manières différentes. Je vous passe les détails, hein, mais ça va manipuler les nombres de l'image, dans le cas que je suis en train de traiter. Et donc, en gros, cette usine à gaz-là, elle a plein de réglages possibles. Dit plus proprement, ça c'est l'ingénieur informaticien écrit une architecture algorithmique qui a plein de classes d'opérations possibles dedans, avec plein de paramètres, et un paramétrage permet d'obtenir un programme. Usine à gaz qu'on doit paramétrer, architecture de calcul où il faut trouver les paramétrages. Et donc, le pari, mais c'est un pari, c'est qu'à l'intérieur de cette usine à gaz, on l'a suffisamment bien construite pour qu'il y ait une solution qui fonctionne, au moins une, un réglage qui fait le travail. Et l'art de l'apprentissage machine, ça va être d'écrire un programme, parce que ça ne se passe jamais magiquement, qui va tester les réglages, qui va essayer de trouver un bon réglage. Et ça suffit encore pas. Pour comprendre comment ça peut marcher, pour que ça puisse marcher même, il faut guider ce programme-là. Il faut écrire une règle d'évaluation quand on teste un réglage, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et dans de très nombreux cas, on ne sait pas écrire ça. Dans le cas de la classification d'images, si on avait une équation à dire si les images sont bien classifiées ou pas, on aurait déjà résolu notre problème. Et donc, en fait, on était souvent bloqués. Ces idées-là existent depuis très longtemps. Leur mise en œuvre était bloquée. Et quand est-ce que ça s'est débloqué ? Eh bien, assez récemment, depuis une quinzaine d'années, quand on a commencé à s'appuyer sur des exemples de photos déjà classifiées. Et bien là, ça permet de... Je teste un jeu de paramètres. Est-ce qu'il est bon ou pas ? Est-ce qu'un réglage est bon ou pas ? Eh bien, il reproduit les exemples à 10%, 80%. Ça, c'est bien. Alors, on va essayer d'améliorer comme ça. Et d'où le fait que, depuis une grosse décennie, l'enjeu, c'est le nouvel or noir, c'est la donnée. Parce qu'il y a des exemples de choses à récupérer dedans. Et donc, du coup, quand on trouve automatiquement... Mais vous voyez, l'apprentissage machine, c'est du paramétrage automatique de programmes, guidé par un feedback éventuellement reconstruit à partir d'exemples. Si on trouve un programme qui marche bien, on dira qu'on a appris un programme. On dira qu'on a appris un modèle. Vous voyez, la notion d'apprentissage. Mais quand même, quoi. On peut dire au moins jusque-là. Et c'est important, juste pour dire deux petites choses, mais qu'on développera après. Du coup, ça ne va pas marcher tout seul. Si on choisit mal l'architecture de calcul, ça ne fonctionne pas. Et puis, si on fait des mauvaises choses à ce niveau-là, on écrit mal les feedbacks, on n'a pas de bons exemples, ça ne va pas marcher non plus. Donc, du coup, derrière tout ça, c'est l'intelligence humaine, c'est ça que vous voulez dire ? C'est exactement ça l'idée. C'est que ça permet de comprendre plein de choses, j'espère, cette vision-là. Mais surtout, le grand message premier, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans intelligence humaine. C'est vraiment une pensée magique de croire que, par principe, l'IA, qu'on appelle ça comme un grand tout, va nous résoudre tous les problèmes demain. Ça, c'est vraiment un mensonge si on est compétent et sinon une illusion si on n'est pas compétent. Ce qu'il y a en lieu et place d'une avancée inexorable, c'est tout un tas de gens qui, en un moment, étaient capables de donner des apports, des choix de programmation, des apports intelligents, et puis tout un tas de gens qui doivent être là pour vérifier si ça fonctionne bien. Ça ne marche pas tout seul, on ne peut pas y faire une confiance aveugle sous prétexte que c'est de l'IA. Et du coup, à ce titre-là, il serait vraiment très dangereux de réduire l'intelligence humaine à l'intelligence un petit peu scientifique, l'idée de je fais du calcul, du raisonnement à froid à partir de ce que j'observe. Bien sûr que ça fait partie de l'intelligence. Mais faire ça, j'ai pas trop le temps de développer, même pas du tout, mais ça demande en fait déjà par exemple d'avoir décidé qu'on faisait confiance à ce qu'on voit. Ça demande ça. Parce que, ok, je raisonne à partir de je vous vois, mais si je suis en train de rêver,
vous n'êtes peut-être pas là. Si je vis dans une illusion, dans la caverne de Platon, vous n'êtes peut-être pas là. Bien sûr que vous êtes là, mais c'est un jugement de ma part, c'est un engagement de ma part. C'est un arbitrage de ma part. Et à partir de ça, je peux, après, être scientifique ou être intelligent dans le sens analytique du terme. Idem, déployer des procédures, il y en a plein des procédures, et il faut que je sois en conscience de ce que je fais et que je dise, je juge que cette procédure est bonne à ce moment-là. Et cette couche d'intelligence humaine-là, elle est ni secondaire, ni à côté. Elle est en amont de l'intelligence scientifique, analytique, tout ce que vous voulez. Parce que si on l'enlève, enlever le côté charnel vécu de l'intelligence, c'est pas être plus intelligent, c'est se réduire à un utilisateur aveugle de procédures. Et ces jugements-là, on peut les faire parfois assister par certaines procédures, mais ultimement, on est toujours dans ce qui a déjà été évoqué, mais que vous voyez est complètement continu, ça se fait toujours avec une intelligence du cœur, avec le ressenti, c'est du jugement qu'on va faire avec nos émotions, avec nos intuitions. Et à ce titre-là, on peut citer le texte, la note sur l'IA qui a été faite par le Vatican en début d'année, Antiqua et Nova, où c'est dit d'une manière vraiment jolie, j'aime beaucoup ces termes-là, l'intelligence, dans le sens complet du terme, humaine, c'est aussi par savourer, vous voyez le côté charnel, le beau, le vrai, le bon. Et avec Paul Claudel, l'intelligence n'est rien sans la délectation. Vous voyez, et cette couche-là, elle est cruciale, il ne faut pas du tout l'oublier. Et du coup, dit comme ça, c'est plutôt rassurant. Vous dites l'intelligence humaine reste première, mais moi, dans mon souvenir, quand j'ai lu cette note-là, d'ailleurs, je vous recommande sa lecture, Antiqua et Nova, c'est assez riche et ça résume bien la position du Vatican sur le sujet. L'une des inquiétudes que soulevait le Vatican, et c'était celle du pape François qui l'a rappelé souvent, c'était celle que ça nous enferme dans le paradigme technocratique. Et donc, en fait, la nouvelle référence, ça devienne la machine, son efficacité, et que l'homme doive en quelque sorte s'aligner pour être aussi efficace qu'elle. Oui, et ça conduit à plein de choses, mais ça conduit aussi à la grande question, mais qui est que l'IA, c'est aussi une question politique. En fait, c'est en premier peut-être même une question politique. Il n'y a jamais, à mon sens, dit comme ça, de machine qui, en autonomie, font du bien ou du mal à d'autres humains. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a toujours des humains, peu, beaucoup, bien intentionnés, mal intentionnés, intelligents, pas intelligents, qui mettent en place des choses, notamment de l'IA, mais d'autres technologies aussi, qui font après du mal ou du bien à d'autres humains. Et ce qu'on aura en termes d'IA va dépendre de notre capacité à être intelligent et à donner les bons inputs intelligents au système. Et du coup, à ce titre-là, je vais sauter quelques petites choses parce que je vois qu'il ne me reste que 2 minutes. Donc déjà, les exemples, c'est trop important. Il n'y a pas que des choix de programmation, c'est pas que les développeurs doivent être intelligents. Si on doit fournir des exemples pour que ça marche bien, dans l'apprentissage machine, eh bien, ils viennent d'où les exemples ? Ils viennent de gens intelligents. Pourquoi GPT répond à des questions de physique de haut niveau ? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà répondu et qui ont donné des exemples. Et du coup, GPT a appris à reproduire ces exemples-là. Mais les nouvelles maladies de demain, les nouvelles théories, ça ne va pas sortir comme par magie. Et donc, il faudra préserver notre capacité à avoir des gens très intelligents qui font avancer les choses à ce niveau-là. Mais plus collectivement, avoir des bases d'exemples qui sont saines, parce que des bases d'exemples, si dedans il y a du racisme, s'il y a du sexisme, c'est propagé. Et la machine, c'est pas un dysfonctionnement. L'apprentissage qui fonctionne reproduit ce qu'il y a dans les exemples. Obtenir des exemples de bonne qualité d'un point de vue éthique, mais c'est notre responsabilité à toutes et à tous. À toutes et à tous. C'est nous qui donnons les exemples. Et ça, comment on fait pour améliorer ça ? Eh bien, c'est un vrai enjeu. Je passe sur cette question-là. Juste, je vais très rapidement pour dire, attention, il n'y a pas l'IA, il y a plein de types de programmes. Et c'est un vrai enjeu d'apprendre collectivement quel type de programme pour quels usages. Quand c'est un programme fiable, il y a des programmes d'IA très fiables, et c'est très bien de les mettre dans des processus critiques où on a besoin de fiabilité. Mais quand on a besoin de fiabilité, on ne met pas GPT. GPT est trop complexe, n'est pas fait pour être fiable. On pourra avoir des questions peut-être pour y revenir dessus. Et ça fait des erreurs surprenantes et inattendues. Le gros point que je voulais vous dire avant de terminer, c'est vraiment un peu la grande question dans la grande question, c'est est-ce qu'on va être suffisamment intelligent ? Est-ce qu'on va être suffisamment intelligent à la fois pour discerner et faire exister les cas où, en fait, le vécu humain est premier ? Déjà, je vous ai dit, il faut préserver du vécu humain pour s'assurer que les programmes fonctionnent bien. C'est crucial. Mais au-delà de la fiabilité,
Le grand piège, après, ça serait, et c'est peut-être même le premier, de dire, si c'est fiable, mettons-le partout. Bien pas nécessairement, parce que peut-être que il y a des cas évidents que je vais vous partager où peu importe que la machine fasse quelque chose de manière correcte ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Parce que ce qui a de la valeur, c'est ce qui est vécu quand on fait les choses. Parce qu'on aime bien les faire. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Des exemples très simples de ça. Le dessin d'enfant. Regarde mamie, je t'ai fait un dessin et le dessin il vient de GPT. Alors magnifique, hein, mais quelle valeur? 2 secondes de requête sur GPT, 10 minutes d'impression. Par rapport à l'enfant qui vient, ouais, regarde ce que j'ai fait, il a mis de la peinture partout, il y a passé 3 jours et il vous amène ça. Oui, mais la valeur, c'est ce vécu-là qui a été vécu. Peu importe ce qu'est capable de faire l'IA dans ce champ-là, ça n'a pas d'intérêt. On pourrait le dire aussi pour tout ce qui est mot de compassion dit à quelqu'un. Enchaîner des mots en disant c'est terrible, je compatis, ce qui t'arrive est terrible, ça n'a de valeur que si ça signale un vécu de quelqu'un. Et donc une machine qui le dit, ça n'a a priori aucun intérêt. Et ça serait même terrible de laisser croire aux gens que ça a de l'intérêt. Pour les études, c'est un peu le même principe. Ouais, super, GPT, il me fait ma bonne copie, j'aurai une bonne note. Mais on rate l'essentiel. C'est le vécu d'apprentissage qui est attendu. Si j'utilise quelque chose pour le faire à ma place, je n'ai plus ce vécu-là. Vous voyez que là, on est dans des cas faciles, mais c'est pour alerter sur cette dimension-là, elle est première, et ça va être très très dur après de faire exister ça. Non seulement de trouver, dans les cas un peu plus ambigus, quand est-ce qu'on doit faire ça, mais en plus de mettre de l'argent, des moyens sur la table pour qu'on puisse préserver ça. Tu as grande attention à porter à ça. Et donc, en résumé, il faut un effort de discernement collectif, et vraiment, je vous encourage à résister à l'idée que l'effort de discernement collectif, il est sur la question, quelle est notre place? Ça, c'est la tyrannie du retard. Vite, 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 il faut s'adapter, il faut trouver sa place. Quelle est notre place dans le monde de l'IA? Non, il faut faire l'effort de prendre le temps, de se demander dans l'autre sens, quelle est la place de l'IA dans notre monde humain avec les autres vivants, parce que heureusement, Mélinée, tu l'as évoqué, mais il y a les questions écologiques derrière, et en se disant comment l'IA peut servir l'épanouissement de nos communautés. Et ça veut dire construire du sens. On ne le sait pas nécessairement ce que ça veut dire, une communauté qui ne s'épanouit pas dans toutes les dimensions, pas partout. Il faut construire ça ensemble. C'est énormément d'intelligence collective. Autrement dit aussi, comment l'IA peut servir nos projets de société. Mais encore faut-il se mettre un minimum d'accord sur qu'est-ce qu'on veut. Donc vous voyez toute la dimension politique, et je passe ça, politique et éthique, collective de l'intelligence artificielle, mais pas seulement comme « ah oui, ça a un impact politique », mais comme il faut une activité politique extrêmement épaisse pour pouvoir avoir de la bonne IA. Et là, je conclus en citant le message du pape François sur intelligence artificielle et paix de 2024, qui nous dit ça, et c'est vraiment très bien dit, le développement de l'intelligence artificielle, pour que ça serve la cause de la fraternité, du bien commun et de la paix, ce n'est pas la responsabilité d'un petit nombre. Les politiques, les développeurs, c'est la responsabilité de la famille humaine dans son entièreté. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, pour les questions, on nous Oui, fait donc remonter. on va passer aux questions. Donc, première série de questions autour du fait de savoir si l'intelligence artificielle peut dépasser l'intelligence humaine, sur votre position sur l'intelligence générale artificielle et sur une sorte de compétition entre l'homme et l'intelligence artificielle. Moi, j'en profite peut-être juste pour vous demander aussi si vous pouviez nous donner une définition de l'intelligence artificielle en commençant. Il y aura d'autres questions après. J'ai pas de meilleure définition que des programmes waouh. Non mais c'est ça, c'est des programmes qui font des choses qui sont reconnues comme intelligentes quand elles sont faites par des humains, et voire des programmes de pointe qui sont très impressionnants. Mais en fait, intelligence artificielle, pour moi, c'est une discipline dans laquelle on étudie la manière de produire des programmes qui font des choses intéressantes, voire dans laquelle, ça rejoint les sciences cognitives, on modélise, on fait des modèles avec des ordinateurs de comment la cognition, l'intelligence fonctionne chez les êtres vivants. Et voilà. Sur le côté intelligence artificielle générale, en fait, il y a un grand malentendu entre... C'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'IA unique. Il y a plein de technologies, et déjà dans ce que j'ai expliqué, il y a 2 grands embranchements. C'est soit j'ai besoin des exemples, soit j'en ai pas besoin. Quand j'ai besoin des exemples, c'est vraiment illusoire d'attendre que la machine vienne toute seule avec autre chose, puisqu'elle a été paramétrée automatiquement pour reproduire des exemples. Néanmoins, dans pas mal de cas, mais pas la grande majorité des cas intéressants, mais dans des cas,
niche, on peut avoir le feedback. Et c'est le cas notamment des jeux vidéo, des jeux de société, où là, on peut mettre un programme qui essaye il trébuche, il fait n'importe quoi, qui joue à des jeux vidéo ou à des jeux de société, et on calcule le score. Et quand on fait ça, dans ce type de contexte-là, eh bien, c'est arrivé avec le Go. La machine peut éventuellement nous aider à explorer. Et dans le cas du Go, le AlphaGo a trouvé un nouveau coup, une nouvelle manière de jouer que les humains n'avaient pas vue. Mais vous voyez que c'est plus intelligent que nous, parce que pour moi, intelligence, il faudrait que ça ait une réflexivité, il faudrait que ça connaisse l'erreur, il faudrait que ça ait toute cette dimension-là. Mais par contre, ça peut nous aider, bien utilisé, quand on sait les technologies qu'on utilise, à faire des très bonnes choses, et notamment, ça peut nous assister dans l'exploration pour résoudre des nouveaux problèmes. Mais les concepts d'intelligence artificielle générale ou de super intelligence artificielle, pour moi, sont des fumisteries pour l'instant, tant que l'ordinateur sait ce que c'est de la pensée magique. C'est sûrement très lucratif d'en parler comme ça, mais c'est voilà, la vraie intelligence, ça demande d'être vivant. Le moindre brin d'herbe, entre guillemets, est presque plus intelligent qu'un ordinateur, parce qu'un ordinateur, c'est de la pure inertie mécanique. Mais on peut, nous, avec beaucoup d'intelligence, faire de la belle mécanique qui fait des choses utiles. Alors des questions pourtant qui posent... le fait que l'IA semble capable d'entrer dans des domaines qui jusqu'à présent semblent réservés à l'homme, celle du sens, le domaine de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est quand même pas un aspect très révolutionnaire de l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez quant aux frontières que ça pose justement entre le raisonnement scientifique et l'intelligence humaine? En fait, elle ne rentre pas dans ces domaines-là directement. Mais ce qu'on sait faire, c'est reproduire mécaniquement ce que des humains feraient d'une bonne manière dans ces domaines-là, si ça marche. Et c'est parce qu'on a des exemples de phrases qui manifestent du sens, des exemples à la limite d'images dans lesquelles les gens expriment des émotions. Parce qu'on a ça, on peut apprendre, on peut entraîner, on peut paramétrer automatiquement des programmes qui peut-être vont arriver à jouer avec ce genre de registre de choses-là de manière convaincante. Mais c'est pas, encore une fois, ça se fait. La merveille de l'IA, c'est que ça fait ça de manière complètement mécanique, sans justement du coup habiter cette dimension de sens. Ça reproduit des résultats convaincants sans passer par la dimension de sens et par la dimension de vraie intelligence au sens humain du terme. Et donc du coup, c'est très important de garder ça en tête pour dire, c'est pas parce qu'il y a un résultat convaincant qu'il se passe quelque chose. Et là, on en revient, et merci parce que ça me permet de réinsister là-dessus, à garder en vue le fait qu'il n'y a pas de vécu dans l'IA. Et que donc, même si ça parle en manipulant des phrases qui parlent du sens, et ça peut le faire, et ça peut être intéressant, pourquoi pas, ça peut être dangereux aussi. Même si ça nous dit des trucs qui relèvent de l'émotionnel, ça ne le vit pas. Et du coup, dans plein de cas, ça ne fera pas l'affaire, parce que l'important, c'est d'avoir vraiment ce vécu de sens, ce genre de choses-là. Alors, il y a pas mal de questions aussi autour de comment on peut discerner l'intelligence artificielle qu'on utilise, nous, tous les jours, et savoir sur quel type d'exemple et comment elle a été entraînée, en fait, et comment les données l'ont nourrie, puisque comme la nourriture par les données, c'est ce qui fait aussi la sortie. Comment faire pour limiter aussi le peu de fiabilité qui est parfois lié à ce que les données d'entrée sont des données incorrectes ou fausses? Ouais. C'est très compliqué et du coup je pense qu'il y a une attitude prudentielle, mais d'ailleurs si vous regardez, ils sont pas fous hein, les grandes entreprises du numérique, si vous regardez les conditions d'utilisation, c'est toujours s'il y a un problème c'est de votre faute. Vous aviez qu'à vérifier que la sortie était acceptable. Cela dit, c'est très difficile d'accéder, parce qu'il y a même un peu de secret industriel, ou d'aucuns voudraient le cacher derrière le secret industriel, mais sur quelle base de données ça a été entraîné, comment, et puis quand bien même on l'a, la base de données, comment on évalue si c'était bien ou si c'était pas bien. Qu'est-ce que c'est une base de données non sexiste? Dans quel domaine? Et là, on en revient à tout notre devoir, à nous, l'appel qu'on a, hein, je pourrais faire référence à Laudate Deum avec l'aiguillon éthique, se laisser toucher par ça, pour s'engager à comprendre que vraiment il faut entrer dans une démarche politique, pas de combat pour être élu, mais dans une démarche politique de construction collective du vivre ensemble et de qu'est-ce que ça veut dire bien vivre ensemble. Et c'est par ce type d'action-là qu'on pourra peut-être déjà fournir des meilleurs exemples, mais aussi
aider le législateur, rendre plus puissant le législateur qui va vouloir mettre des instruments de contrôle comme les AI Act ou des choses comme ça. Ça me permet peut-être de quand même le mentionner parce que je fais un atelier, je fais un atelier là-dessus cet après-midi. Donc si vous voulez qu'on parle un petit peu de ça, mais franchement, on est aujourd'hui ici rassemblés pour ça, mais je pourrais vous parler aussi d'un projet que je coordonne qui vise à mettre au service les ressources d'un réseau d'universités catholiques sous la bannière de la Fédération internationale des universités catholiques, au service des communautés locales pour organiser des ateliers de réflexion, pour produire un petit peu de matière de réflexion, mais surtout pour gagner en compétences tous collectivement. Et même les chercheurs ont gagné en compétences dessus. Et ça, c'est des choses qu'il faudra, ce qu'on fait aujourd'hui, plein d'autres choses, il faut le démultiplier pour arriver à répondre à cette dimension collective et politique nécessaire pour avoir de la bonne IA.